manœuvrer avec ces armées étrangères. Sur votre propre territoire, on vous fait des restrictions. Ils font ce qu'ils veulent. Ce qui est encore plus surprenant, imaginez, vous avez dit, avec toute la technologie qu'ils avaient, ils ont actuellement peut-être des satellites qui observent tout, ils avaient des drones, des hélicoptères, tout type d'appareils. Mais on ne voyait jamais les terroristes. Aujourd'hui, nous avons décidé de faire la guerre. Mais vous vous rendez compte? On les retrouve tous les jours et on les fouette. Donc, il y a un problème. Pour vous, il n'y avait pas une réelle volonté de les combattre alors? Aucune volonté de les combattre. S'ils le voulaient, ils pouvaient le faire. Les terroristes n'auraient jamais atteint ces niveaux. Alors aujourd'hui, on dit s'ils font des résultats, s'ils font quelques résultats, c'est parce qu'ils ont avec eux les Russes. Il y a eu Wagner, dont on a parlé. Aujourd'hui, on a même les Russes qui vont ouvrir leur première base militaire avec Africa Corps. Monsieur le Président, est-ce que les Russes vous aident? Et est-ce que leur aide est meilleure que celle des armées étrangères qui étaient jusque-là présentes? Vous savez, pour ce qui concerne le Burkina, par exemple, nous avons toujours été en relation avec la Russie. Et je vous dis, l'équipement que les Burkinabés avaient, à 80%, c'était des équipements russes. Ah bon? Bien sûr. Mais pourtant, vous aviez une relation plus forte militairement avec les Français. Comment expliquer cela? Oui, parce que ces équipements datent des années peut-être de la Révolution. Bien sûr, nous avons des équipements qui datent des années de la Révolution, qui combattent toujours, les équipements russes et coréens, nord-coréens, qui combattent toujours dans notre armée. Et pendant 20 ans, l'armée a été délaissée. N'oubliez pas ça. Depuis les années 90, avec le soi-disant programme d'ajustement structurel, tout a été dénaturé. Il y a des militaires qui montaient la garde avec des bâtons. On a désarmé l'armée, nos armées. Ça a été bien préparé. Plus d'équipement, plus rien d'entraînement, rien. Les gens portaient juste la tenue. Et le terrorisme s'invite à la danse, quelques années plus tard. Et ça chante sur tous les médias. Ils sont incapables de lutter. On viendra les aider. Et le terrorisme ne fait que gagner du terrain. Aujourd'hui, avec la Russie, la relation est d'abord stratégique. Ça, je pense que vous le comprenez beaucoup mieux que nous. Et avec la Russie, il n'y a pas cet équipement que nous souhaitons payer avec eux, qu'ils ne vendent pas. Les autres nous font des restrictions. Ils vous disent, vous ne pouvez pas acheter ce type d'armes? Bien sûr. Or, les Russes vous vendent tout ce que vous voulez. Tout ce qu'on veut. Jusqu'à l'instant T où je vous parle, on nous bloque des licences de certains avions. Il y a des types d'armes qu'ils n'ont jamais nous vendre. Et comment on vous l'explique, ces restrictions? Ça fait que je pose la question, où est l'amitié? Qu'est-ce qu'ils veulent? Il y a beaucoup de pays, les Russes, les Chinois, les Turcs, les Coréens, ainsi de suite. Il n'y a aucune restriction. Avec l'Iran, tout ce qu'on veut, ils vont nous faire le point. Si on peut payer, on paye. Mais avec ces États qui étaient là, soi-disant nos amis, il y a des restrictions. Il y en a même qui sont arrivés à nous dire qu'ils ne peuvent rien nous vendre qui est létal. Ah oui? Oui. Donc vous faites la guerre, vous ne pouvez pas tuer celui qui est en face de vous. Les terroristes qui nous tuent, mais nous, on a peut-être le devoir de ramasser des cailloux, peut-être même le caillou est létal. Tout ce qui est létal, qu'ils ne nous vendent pas. Voilà leur principe. Alors aujourd'hui, avec la Russie, qu'est-ce qu'ils prennent en retour? On sait bien qu'il n'existe pas d'amitié entre les États. C'est toujours des intérêts. Chacun vient pour ses intérêts. Alors, aujourd'hui, il y a la peur d'un certain nombre de personnes de voir qu'on a changé un maître pour un autre. Or, je vous connais un tout petit peu pour savoir que vous n'êtes pas dans le remplacement d'un maître par un autre. Que donnez-vous aux Russes très concrètement pour qu'ils soient là? Est-ce qu'ils prennent des minerais? Comment vous les payez? Est-ce que vous êtes en train de vendre une portion du territoire? C'est quoi le deal? Si c'était ça le deal, de quitter vraiment un maître pour un autre, on préfère mourir. Parce que quand on dit la patrie ou la mort, ça a tout son sens. Non, ce n'est que du média mensonge encore. Et malheureusement, on avait même vu des chefs d'État qui sont tombés dedans, qui sont allés raconter du mensonge, soi-disant qu'on a donné des mines à des Russes, à notre partie sud. Archi faux. Il n'y a rien de donné aux Russes. Archi faux. Même pas une mine. Pourquoi donner? Si les Russes veulent une mine, on a le code minier. Ils viennent s'intégrer dedans. On leur donne le permis, ils payent les impôts, et ils font tout ce qu'ils doivent faire comme les autres. Mais avec quoi vous payez alors les Russes? Ils ne viennent pas pour vos beaux yeux. Ah oui, avec quoi on les paye? D'abord, les Russes sont arrivés quand au Burkina, c'est la dernière fois que des instructeurs sont venus parce qu'ils doivent venir instruire les militaires sur des équipements. Et c'est avec tous les pays d'ailleurs. Ce n'est pas les Russes seulement.
Quand on signe un contrat pour acquérir un équipement, on signe le contrat avec la formation. Il y a plein de Turcs ici. Pourquoi ils n'en parlent pas? Qui, eux, sont spécialisés dans les drones, plutôt. On a payé des drones avec la Turquie, avec un contrat d'assistance. Je m'arrête là. Bonjour à tous. Un plaisir de vous retrouver. Doubian, c'est mon surnom sur le net. Et je suis accessoirement seulement spécialiste de la France. En revanche, je suis un panafricain très convaincu, un authentique panafricain. Voyez-vous, l'actualité est très, très riche parce que nous vivons une période historique. Et c'est peu que de le dire. Parce que aujourd'hui, nous avons la chance, nous avons une chance extraordinaire d'avoir au pouvoir le colonel Assimi Goïta au Mali avec ses compagnons de lutte, le capitaine Ibrahim Traoré au Burkina Faso avec ses compagnons de lutte, et le général Tchiani au Niger avec ses compagnons de lutte. Excusez-moi. Donc, j'ai pris cette interview-là de Alain Foccart. Bon, Foccart, vous savez, j'ai considéré que c'était un panafricain de circonstance, un panafricain d'opportunisme, évidemment, parce qu'il a servi la France-Afrique pendant 30 ans, au minimum. Donc, ce monsieur, ce qui m'inspire, c'est les gens, vous savez, qui sont, comment dire ça, je tourne ma veste, je retourne ma veste. Voilà, c'est pas des gens fiables. Et d'ailleurs, à un moment dans l'interview qui dure plus de 35 minutes, le capitaine Ibrahim Traoré lui pose une question. Et comme d'habitude, il n'a pas le courage de répondre. Et je vous laisse regarder, hein, vous tapez sur YouTube, vous tapez Alain Foccart, hein, officiel, interview Ibrahim Traoré. Vous allez retrouver ça très facilement. Voilà. Ça a été fait hier. Sachant qu'aujourd'hui, nous sommes le 31 janvier 2024, le dernier jour de l'année. Demain, ça sera rentre en février. Et le compte à rebours pour ce qui va se passer au Sénégal avec les élections présidentielles prévues le 25 février prochain. On en reviendra, j'y reviendrai. Donc, Alain Foccart, pour moi, c'est un opportuniste, très clairement. Voilà. Parce que, écoutez, il a été déposer ses bagages au Togo. Pourquoi au Togo, hein? Alors, d'aucuns me diront, oui, mais il est libre. Ah, oui, mais non. Si on dit qu'on est panafricain authentique, hein, et qu'on a les moyens de pouvoir bouger, comme c'est son cas, il a les moyens, eh bien, on va soit au Mali, soit au Burkina Faso, ou soit au Niger pour poser ses bagages. Voilà, très clairement. Moi, c'est ce que j'envisage de faire d'ailleurs. Très clairement. Ah oui, oui, oui. Là, je suis en train de batailler là, mais c'est pour justement aller poser les bagages là-bas. Ben oui. Non, parce que sinon, aller au Togo, ben, en fait, c'est l'attitude, comment dire ça, du dirigeant togolais. C'est-à-dire qu'en fait, il veut dire j'ai un pied avec la France-Afrique et j'ai un pied avec les frères de l'AES. Non, 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 c'est des escrocs. Il faut faire attention. C'est très important que j'insiste là-dessus. Je vais dire pourquoi. Parce que je dis, n'oubliez pas l'expérience de Thomas Isidore Noël Sankara. D'ailleurs, il en parle, là, le capitaine, par rapport à ça. Parce qu'à un moment donné, Alain Foccart lui demande, vous n'avez pas peur? Il dit, pourquoi j'aurais peur? Il dit, parce que ce qui est arrivé à Thomas Sankara. Il dit, bah écoutez, nous, on est confrontés, comment dire, à la mort depuis toujours, enfin, en étant sur le terrain. Donc, voilà, aucune peur. Un vrai militaire, un vrai. C'est pas comme un Foccart trouillard, opportuniste, et puis, bon, il a fait un casting dans son truc là, Mansa ou je sais pas quoi là. Il s'est installé au Togo. Moi je dis non, je suis désolé, c'est trop facile. Bien entendu, va t'installer au Mali, hein? Au lieu d'aller au Togo, va au Mali. Au lieu d'aller au Togo, va au Burkina Faso. Au lieu d'aller au Togo, va t'installer au Niger. Voilà, là ça me parle. N'importe quoi. Donc là, brillant homme, Ibrahim Traoré, 36 ans. Hein, il est né le 30 septembre 2020. Qu'est-ce que je raconte? Il est né le 14 mars 1988. Excusez-moi, mais j'ai dit qu'il a 36 ans, donc évidemment. Hein, 36 ans, mais très mature. Ah oui, extraordinaire. Beaucoup de sagesse. Et qu'il y a des gens, par exemple là, Foccart, il a quel âge? Foccart a 59 ans, donc il parle avec son fils là. Et donc il a beaucoup de sagesse que Foccart. Il est beaucoup plus courageux que Foccart. Il n'y a pas que Foccart. On va dire ses homologues chefs d'État, n'en parlons pas. Il doit être, je crois, le plus jeune d'ailleurs de tous les chefs d'État en Afrique, là. Je crois, si je ne me trompe pas. Vous voyez? Mais par contre, autant il est plus jeune, mais c'est lui qui a le plus de sagesse. C'est ça qui est extraordinaire. On a envie de l'écouter. On a envie de s'asseoir pour l'écouter. Parce qu'il a des choses à dire, des choses vraies, pas de mensonges. Parce que par le passé, hein, on avait du respect en Afrique pour l'ancien, parce que l'ancien, ben, il faisait preuve de sagesse. Hein, il rassurait. Or là, on a des escrocs, hein, des corrompus, des aliénés, des complexés. Je parle des dirigeants africains. Alors, c'est à eux que je dédicace
cette affiche-là. Voilà. Donc, zéro. Heureusement qu'on a l'avènement, justement, de ces dignes fils, que sont Ibrahim Traoré au Burkina Faso, que sont Assimi Goïta au Mali et que sont le général Tchani au Niger. Ce sont les hommes providentiels, comme j'ai pour habitude de dire. Je dis que monsieur Vladimir Poutine, excusez-moi, monsieur Vladimir Poutine, son excellence, monsieur Vladimir Poutine, c'est un homme providentiel pour son peuple, d'abord. C'est une question de charité bien ordonnée. Et puis c'est un homme providentiel pour tous ces pays-là qui veulent se libérer de l'impérialisme, le colonialisme et de la France-Afrique. Donc, quand je continue dans mon explication, je dis que les 3 présidents de l'AES, c'est Alliance des États du Sahel, AES, eh bien, ce sont les hommes providentiels pour l'Afrique. Ah oui, et pour leurs pays respectifs. Non, c'est extraordinaire. On est en train de vivre une révolution, mais c'est énorme. Là, il n'y a pas, ils tirent sur personne, là, ils tuent personne, là. Maintenant, ceux que ça offense, ceux qui se sentent, attaqués, ils peuvent s'en prendre à eux-mêmes, c'est tout. Parce que la pratique des gens qui ont l'apparence d'être humains, juste l'apparence, eux, ils vont essayer de foutre des bombes, tuer les gens et puis voilà, pouvoir s'installer. Alors que là, non. Vous voyez, ils font juste des déclarations. On ne peut plus élégantes, on ne peut plus humaines, en disant, à partir du 28 janvier 2024, nous retirons de la CEDEAO avec un effet immédiat. Maintenant, qu'est-ce qu'on apprend? On apprend que la peur a changé de camp. C'est-à-dire que maintenant, c'est la CEDEAO, le syndicat des dictateurs, là, dictateurs africains, ce sont eux maintenant qui sont en train de faire les salamalek. Oh, c'est terminé. Il l'a dit, là, le capitaine Ibrahim Traoré à Foka. Il a dit, là, on a pris un billet, aller simple, c'est fini, on ne va plus revenir. Et puis, c'est crescendo. C'est-à-dire que là, pour l'instant, ceux qui commencent à trembler là, vous n'avez pas fini. C'est-à-dire qu'en septembre dernier, ils ont créé l'AES. Extraordinaire. Les 3 pays. L'AES, l'Ipako Goma, qui est l'endroit où les 3 pays font frontière. Voilà. Ils ont créé ça en septembre. Et regardez, quelques mois après, même pas 1 an, même pas 6 mois, septembre, octobre, novembre, décembre, janvier, ça fait 4 mois. Et bien maintenant, ils ont décidé de quitter la CEDEAO. Et puis la marche à suivre, c'est-à-dire la prochaine étape, il a dit d'ailleurs, vous allez voir, il va y avoir une surprise, parce que quand on disait qu'on sortait de la CEDEAO, vous n'avez pas su à quelle date. Et puis vous ne savez même pas. Il y avait des spéculations, évidemment, mais là. Donc ça va être pareil pour le franc CFA. Il a dit là, dans l'interview. Voilà. Nickel. Sort du franc CFA, qui est une monnaie nazie, qui est une monnaie, maudite. Voilà comment je la qualifie, moi, le franc CFA. Voilà. Qui est à l'origine de nos malheurs, puisque ça fait que les pays africains n'ont pas pu s'industrialiser. Vous vous rendez compte? Vous vous rendez compte? Et puis là, je me fais plaisir de rappeler quoi? De rappeler que, en fait, la CEDEAO, la Mauritanie était déjà sortie de la CEDEAO, alors que la Mauritanie était dans les 15 qui ont créé la CEDEAO à l'époque. Mais la Mauritanie est sortie de la CEDEAO, il n'y a pas eu de tremblement de terre. Alors, d'aucuns pourront dire oui, mais parce que la Mauritanie était tout seul. Mais non, là, à 3, il ne va rien. Enfin, si, il va y avoir un tremblement de terre. Que dis-je, excusez-moi. Mais bien entendu, mais parce que ce n'est pas les mêmes motivations. J'ai cru savoir que la Mauritanie, à l'époque, ils voulaient rejoindre le club arabe, dans les pays arabes. Voilà. Et puis aussi, je crois plutôt qu'ils ont vu que dans la CEDEAO, c'était la France-Afrique, c'était au service de la France-Afrique. Ils ne le disent pas officiellement, mais je suis sûr que la Mauritanie, vous savez, la Mauritanie a toujours été à part. Regardez bien, quand ils ont créé le G5 Sahel, il y avait la Mauritanie, mais la Mauritanie était le seul pays du G5 Sahel qui ne faisait pas partie du CFA. Et moi, c'est des choses qui m'interpellent, là où je tilte beaucoup. Mais oui, j'ai dit, mais attendez, qu'est-ce qui explique que la Mauritanie n'est pas dans le CFA? Est-ce que pour autant, ils sont malheureux, les Mauritaniens? Est-ce que pour autant, ce sont les derniers de la classe? Question. Voyez-vous? La Mauritanie est sortie du franc CFA, et avant la Mauritanie, il y a l'Algérie qui est sortie, après la guerre, 8 ans de guerre, il y a le Maroc, il y a la Tunisie, tout ça, ils sont sortis du franc CFA. Il y a Madagascar, sorti du franc CFA. Sans parler des autres pays qui étaient là-bas, vous savez, les pays d'Asie, là. Parce que toutes les colonies, à l'époque, les colonies françaises, étaient tous dans le CFA, à la sortie de la guerre. Ça a été créé en décembre 1945. Eh bien, ils étaient tous CFA. Mais là, petit à petit, ils se sont rendus compte que le CFA ne fait pas leur affaire, ils sont sortis. Mais il n'y a que les négros comme moi, là, peau noire, là, voilà. Et c'est pour ça que je dis,
Là, mon slogan, franchement, les frères, enfin, bon, tant pis, hein, parce que moi, je ne vais pas changer, parce qu'il y en a qui pensent que je vais me décourager. Non, non, je crois trop à ce slogan-là. Hein, voilà, la zone des aliénés, des complexés, des corrompus. Hein, et puis, j'ai ajouté la zone des jaloux et des sorciers. Eh bien, comptez pas sur moi pour baisser les bras ou lâcher l'affaire. Hein. Ah non, non, non. Je dis même à mes propres enfants, je leur dis, écoutez, dans la vie, il y a des gens, c'est malheureux, mais c'est comme ça, qui vont vous mettre les bâtons dans les roues. Donc, laissez-les vous mettre les bâtons dans les roues. Mais vous-même, ne vous mettez pas les bâtons. Voilà. Il ne faut pas t'auto-censurer. Il ne faut pas t'auto-décourager. Voilà. Comprenez-le bien, parce que vous voulez que tous ces jaloux-là, les sorciers là, vous allez dire, oui, non, c'est malheureux, mais c'est comme ça. Mais moi, non, non, non. Alors, c'est pour vous dire, que si je dis ça à mes propres enfants, vous pensez bien que je suis tellement convaincu de ça. Non, c'est par expérience de vie. L'être humain est comme ça, c'est malheureux. Bon, c'est pas tous les êtres humains, évidemment. Mais très souvent, ceux qui sont généreux, ceux qui sont avec la bonne volonté, ceux qui sont pour, aider autrui, mais sans attendre forcément quelque chose en retour ou à faire progresser. Ils ne sont pas nombreux, voilà. C'est les minables, les jaloux là qui sont nombreux, malheureusement. Mais oui, il faut les détecter. Alors, ce qui se passe, c'est quoi? C'est que, figurez-vous que la CEDEAO a été créée, nous dit-on, hein, c'était au Nigeria en 1975. Bon, il y avait. C'est ça qui est ironie du sort, hein, c'est assez étrange. C'est-à-dire que à l'époque, les présidents maliens, c'était des militaires, Moussa Traoré. Hein, Sékou Kounché du Niger, c'était des militaires. Et puis la Mizana, enfin, celui comment on appelle ça, du Burkina Faso, c'était des militaires. Donc, ce sont des militaires qui ont participé à la création du CEDEAO. Et bien là, ironie du sort, que 49 ans après, eh ben, c'est des jeunes militaires, la jeune génération, qui dit qu'ils vont sortir pour des raisons justifiées. Et n'est pas sorti, c'était ça qui était incompréhensible. Mais lui sorti, c'est. Voilà. En tout cas, si tu es équilibré hein, mentalement, si on est équilibré mentalement, on sort parce que c'était dans la prison. C'était l'esclavage. Clairement. Vous voyez, je vous dis, il faut maintenant aller étudier vraiment beaucoup plus en profondeur. Hein. Qu'est-ce qui a fait qu'à un moment donné, la Mauritanie est sortie de la CEDEAO? Et quand ils sont sortis, c'est fini, hein, ils ne sont pas revenus. Et là, c'est toujours la même Mauritanie, elle a sa propre monnaie depuis fort longtemps. Or là, on a des gens qui sont là, qui prennent les miettes, et puis ils jouent les gendarmes, ils jouent les gardiens des prisons auprès de leur peuple. C'est pour ça que je dis que mon slogan, la zone des aliénés, la zone des complexés, la zone des corrompus, il n'y a pas mieux. Voilà. Vous savez pourquoi moi je suis admiratif de Mohamed Ali? Je ne me prends pas pour Ali, hein. D'accord. Je veux dire par là que j'aime trop l'état d'esprit. C'est-à-dire que dans un domaine, si tu es bon, eh ben, tu le proclames. Moi je vous dis là, je dis qui va trouver mieux. Je dis ça qualifie cette zone-là. Parce que je dis, il faut que tu sois aliéné, il faut que tu sois complexé, il faut que tu sois corrompu pour rester dans cet état-là. Et puis, il y a des jeunes soldats, il y a des jeunes gens qui veulent sortir. Ils disent non, non, non. Là, ils sont en train de dire maintenant, on va négocier. Mais négocier quoi? Non, mais c'est de la folie. Enfin, je ne sais même pas si on peut parler de folie. Non, mais ils sont malades, voilà. Folie, bon, folie, c'est la maladie aussi. Mais non, mais je trouve même plus les mots parce que je dis, c'est impressionnant, l'attitude de ces gens-là. Hein? Parce qu'ils font des choses inhumaines, hein, et puis maintenant, quand les gens décident de prendre leur courage à deux mains, ils font preuve de résilience extraordinaire, que ce soit le peuple du Mali, le peuple du Burkina Faso et le peuple du Niger. Franchement, big up. Non, parce que ces gens-là, je dis toujours qu'ils prennent les méthodes du XXe siècle et ils veulent continuer à l'appliquer au XXIe. Or que ça ne tient plus. Parce que ça marche au XXe siècle, effectivement. C'est de faire de manière à ce que le peuple se révolte par rapport à ceux qui sont au pouvoir. Hein, en faisant des blocus, en faisant des boycotts. Hein, voilà. Sanctions économiques. Hein, empêcher les médicaments de pouvoir rentrer au Niger. Mais est-ce que c'est humain, ça? Quand je parle d'apparence d'être humain, là au moins, reconnaissez que ça fait ce que j'appelle la pratique. La pratique, c'est ça. Et quand on arrive à faire ça, c'est qu'on n'est pas des humains. On a juste l'apparence. On n'est pas humain. On soit d'accord aussi là-dessus. Aidez-moi là. Il y a des gens, bon, il y en a qui ont compris. Dieu merci. Il y en a plein qui n'ont pas compris. Bon, il y en a qui font semblant. Là, eux, ça ne m'intéresse pas. Rapidement. Je vais revenir là-dessus tout à l'heure. J'allais oublier. Il y a un frère là. Enfin, je ne sais pas si c'est un frère d'ailleurs. Bon. En tout cas, il y a un gars qui m'envoie des commentaires souvent. Il s'appelle Bassalfo. Bassalo. Je ne sais plus. Bon. Il a un logo jaune comme ça avec la carte de l'Afrique. Récemment, parce que lui, je le soupçonne d'être un troll. Ouais, non. Parce que la manière dont c'est fait, c'est un troll pour moi. Alors, il me dira toujours, oui, mais toi, quand tu n'es pas d'accord avec toi, on est troll. Je vous dis, la différence, c'est quoi? C'est que moi, je montre mon visage, ouais, alors qu'eux, ils vont se cacher. Alors là, si tu te caches, permets-moi de dire que tu es un troll, c'est tout. Fais une vidéo là pour me dire, non, je suis pas un troll. Là, ça me plairait. Là, je donne même chapeau. Mais sinon, si tu veux pas, je dis, tu es un troll. Parce que je vois la manière. Parce que je dis pas trop là. Tout le monde, pourquoi toi, je te le dis? C'est que je le soupçonne. Et je dis, les trolls, c'est pas des gens qui vont forcément vous critiquer, machin. Hein. Il y en a qui peuvent vous dire, mais ils sont trolls parce qu'ils sont là pour participer. C'est le système qui veut ça. J'ai compris. C'est tellement compris ça. Et pourquoi il dit ça? Parce que lui, récemment,
comme j'ai parlé de Didier Drogba en disant que M. Ouattara ne lâche rien, à tel point que il n'a même pas permis à ce que Didier Drogba devienne président de la Fédération ivoirienne de football. Parce que pour lui, si tel est le cas, eh bien, ça lui donne des ouvertures pour une échéance, enfin pour les échéances, par exemple, notamment, pouvoir, si ça l'intéresse, se présenter aux élections présidentielles. Et je donne l'exemple de Georges Weah, et lui, il se déchaîne en disant, oui, autant je suis ta chaîne régulièrement, mais là, je ne suis pas d'accord avec toi, parce que Weah, il n'a pas la qualité. Moi, j'ai dit, mais non, mais c'est... La nature a horreur du vide. Tu le sais, ça, frère. Hein? Tu le sais. Bon, je suis frère parce que je suis un humain. Voilà. Parce que je ne connais pas ces gens-là, ils se cachent. Hein? Donc, après le mot la nature a horreur du vide, ça veut dire que avant que Georges Weah ne vienne là pour postuler, eh bien, si les gens qui étaient avant faisaient le nécessaire, il n'avait aucune chance. Puisque lui, brillant footballeur, il a beaucoup d'argent. Qu'est-ce que tu veux qu'il vienne là? Mais c'est parce que la nature a horreur du vide et que surtout, c'est un citoyen comme un autre. Voilà. Et puis, quoi qu'on dise, moi, je sais qu'il a roulé pour eux. Mais simplement, ce que je respecte, c'est le fait qu'il a fait un seul mandat. Parce qu'il y en a d'autres qui vont refuser. Parce qu'en fait, c'est trop facile. Je veux dire par là que quoi? Je veux dire qu'il y a des gens, ce qu'il a vécu là, ils auraient dit non, 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 je me maintiens. Et donc, c'est à quel prix? Ben, on va tuer les Libériens, les pauvres, les innocents, on va les tuer comme ça à gogo. Voilà. Voilà. Donc, lui, le fait qu'il a dit bon, je me retire, je dis mais il faut le saluer ça. Oh là, ils sont malades. Toi, tu as confirmé que tu es. Enfin, je l'ai déjà dit, hein, je l'avais déjà dit que tu es un troll. Et il veut toujours me dire non, il veut me convaincre du contraire. Je dis, mais pour que tu arrives à me convaincre, il faut que tu fasses une vidéo pour dire voilà, Bassalo là, Bassalo, j'ai vu ça, son visuel là. Hein? Eh bien, c'est l'Afrique jaune, j'ai oublié le. Voilà, il va se reconnaître. N'importe quoi. La nature aura du vide. Retiens ça. C'est pour ça que si je dis Didier Drogba, il a des chances, c'est parce que ceux qui sont là, qui sont connus pour être des hommes politiques, mais qui fassent leur boulot. S'ils ne font pas leur boulot, il faut qu'un autre citoyen, parce qu'on est tous des citoyens ivoiriens, citoyens maliens, citoyens togolais, et ainsi de suite. C'est tout. Il faut arrêter. Et puis moi, je suis quelqu'un de très critique dessus. C'est faux qu'il y a toutes mes vidéos. Mais comme il est malhonnête, lui, hein, parce qu'il fait le malin, mais moi, je t'ai chopé depuis trop longtemps. C'est même pas à cette occasion-là. Hein. Bassalo, je sais pas comment il s'appelle là. Bon, je fais ma parenthèse. Donc, je peux revenir à Foka. Je dis Foka, il est né en 64. Bon, on peut pas de la même génération, parce que moi, je suis de 65. Donc, on a un an d'écart. Donc, le gars, il va avoir 60 ans, là, parce qu'il est de 64. Ouais, il va avoir 60 ans. Hein, au mois de juillet. Voilà, au mois de juillet, il aura 60 ans. Un vieux de la vieille. Hein, je vous dis, on veut dire que, comment dire, s'il a 60 ans, là, et, ben, il est toujours la France-Afrique. Hein. Le fait d'aller poser ses bagages, comment dire, au Togo, pour moi, c'est la France-Afrique. Ah, très clairement. Parce que je dis, pourquoi Faure Yacine eh ben, prend pas les mêmes dispositions que les trois présidents de l'AES? Pourquoi il ne fait pas comme eux? D'autant qu'il est jeune, il n'a pas l'âge de Ouattara, il n'a pas l'âge de Paul Biya. Là, on pourrait dire, eux, c'est les anciens. Voilà. Donc, pour moi, les choses sont claires. Il fait le malin, mais je dis, par contre, moi, il ne me fait pas avoir par toutes les turpitudes là, de comment on appelle ça, Faure Yacine puis son ministre des Affaires étrangères. Non, 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 non. Ah, j'ai horreur de ceux qui font des petits malins. J'ai horreur des petits malins. Non, parce que les petits malins, en fait, c'est des gens qui veulent gagner sur tous les terrains. Foka, c'est un petit malin. Voilà. Mais oui. Parce que là, toutes les questions qu'il pose, eh ben, je constate que le chien ne change pas sa manière de s'asseoir. Voilà. C'est-à-dire que je dis, prenez les interviews de Foka depuis toujours, et puis écoutez l'interview là qu'il a accordée hein, à son excellence le capitaine Ibrahim Traoré. Vous savez qu'il n'y a rien de nouveau. Il parle des Russes. Oui, les Russes, est-ce que vous allez leur donner de l'argent? Est-ce que vous allez leur donner en échange? Est-ce qu'ils ne vont pas piller vos richesses? N'importe quoi. Avec tout ce qu'on a vécu avec les gens de l'OTAN, la France, les États-Unis, avec tout ce qu'on a vécu depuis des siècles, mais là, franchement, je me dis, mais vous voyez, quand je parle d'aliénation que je dédie au chef d'État, mais il y en a, hein, parce que c'est une question de degré. Il y en a qui vont aliéner à 100%, il y en a qui sont aliénés à 50%. Voilà, ça dépend des personnes. Voilà. Un peu comme le taux d'alcoolémie. Il y a des gens, je vous dis, il faut qu'ils prennent 10 verres pour qu'ils soient KO. Il y en a qui faut qu'ils prennent 5 verres, il y en a qui font 2 verres, au bout de 2 verres, ils sont KO. Voilà. Donc c'est ça, aliénation là. Oui, parce que, attends, moi, personnellement, je dis, je ne suis pas aliéné, je ne suis pas complexé, je ne suis pas corrompu. C'est ce qui me permet de dire qu'écoutez, je ne vais jamais comparer les Russes avec les gens qui nous ont mis dans l'esclavage. Les Russes n'ont jamais mis en esclavage. Les Russes n'ont jamais mis en colonisation. Hein? Ils n'ont jamais créé un système qui ressemble à la France-Afrique. En plus, à l'époque, ils auraient pu, puisque quand on a participé à la réunion, là, ils sont mis autour d'une table pour découper l'Afrique en 1884-85 à la conférence là, de Berlin, par exemple. Eh bien, ils auraient pu, puisque c'est une grande puissance. Ils n'ont pas attendu à la conférence de Berlin pour... Non, ils ont dit que ça ne nous intéresse pas. Parce qu'ils ne sont pas des crevards. Voilà ce que ça veut dire. Ceux qui sont mis autour de la table, c'est des crevards. Ce sont des voyous, des gangsters qui viennent là, ils ont l'apparence d'êtres humains, ils ne sont pas des êtres humains. Parce qu'ils fonctionnent que par la tuerie. Non, mais attendez. Mais ça n'a pas de sens. Enfin bon, comprenne qui veut, comprenne qui peut. On va avancer. Donc, voyez-vous. Et dans l'interview,
il s'est bien expliqué, hein. Parce que regardez un exemple. J'ai noté comme ça, mais je dis, vous allez regarder vous-même l'interview. Foucault, il pose des questions, et je dis, mais c'est dingue ça, hein. Il dit, pourquoi décider de sortir de la CEDEAO? Quel est le. Voilà, c'est ça. Foucault, il demande ça par exemple. Pourquoi décider de la CEDEAO? Mais il sort de la CEDEAO, lui, il a expliqué. Tranquillement, mais moi, ce que je dis, mais quel est le bilan de la CEDEAO déjà? Le bilan au bout de 49 ans, qu'est-ce que la CEDEAO a apporté? La CEDEAO, la définition, c'est la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest. Vous voyez? Donc, à quel moment vous voyez politique, à quel moment vous voyez militaire là-dedans? Alors, quand vous ne pas me dire, oui, il y a eu des trucs additionnels, des trucs pour ça, c'est ce que j'appelle l'embrouille, moi. Ah oui, oui, oui. Hein? La CEDEAO, sa vocation première, c'est l'économie. Hein, ils ont copié un peu comme si la CE, là, avant que l'Union européenne est venue après, mais avant, c'était CE, hein, créé par 6 pays, hein, la France, les pays du Benelux, et puis l'Italie, et machin, tout ça. C'était 6 au départ. Eh bien, c'est ce qu'on a 6 actuellement là pour l'AES, mais moi, j'ai dit, faites attention, les frères, surtout le capitaine, là, hein, parce que c'est vrai que Goïta ne lui parle pas beaucoup, donc voilà, il n'y a rien à dire. Voilà. Mais des gens comme Foucault, il faut se méfier, il faut faire attention. Ouais, parce que toi, tu es animé pour comment dire la vérité, rien que la vérité, alors que lui, il joue les petits malins. Oui, oui, oui. Parce que tout ce que tu dis, il le sait. Et d'ailleurs, je me suis dit quoi? Je me suis dit, bon, Foucault, je suis curieux maintenant de voir comment il va mener ses interviews. Parce que là, il a fait l'interview du capitaine Ibrahim Traoré. Bon, j'imagine qu'il va chercher à aller interviewer les 2 autres. J'imagine, hein. Mais maintenant, là, comme il a décidé de dire qu'il est panafricain, j'ai dit, quels sont les contenus de ces interviews vis-à-vis des vieux, là, Alassane Ouattara, Macky Sall. Bon, Macky Sall, c'est fini. Lui, dans 3-4 semaines, on n'entendra plus parler de lui. En tout cas, au sens d'être président du Sénégal. Donc, c'est une bonne chose. Mais je veux dire, les autres, là, qu'il a l'habitude d'interviewer, hein, dans le cadre du système de la France-Afrique. Je dis, attention, la France-Afrique a plusieurs leviers, hein, a plusieurs dispositifs. C'est-à-dire que vous avez la branche, hein, plusieurs branches, la France-Afrique. Vous avez la branche politique, la branche militaire, la branche du business économie et la branche culturelle. Puis la branche au niveau information. Donc, Foucault, lui, pendant 30 ans, je pense même qu'il continue. Simplement comme lui, dans son fonctionnement, il a toujours cru qu'il est plus malin que tout le monde. Moi, je suis désolé, je vous dis, s'il restait toujours à RFI, machin, tout ça, officiellement, parce qu'il est officieusement, je suis sûr, c'est un envoyé ce gars-là. Mais oui, parce que c'est des gens, mais c'est l'être humain, hein. Moi j'aime beaucoup observer ça. C'est-à-dire que lui fait partie des gens qui croient qu'ils sont plus malins, du coup, opportuniste qu'il est, il veut à chaque fois être au bon endroit. Comme disait mon frère Blégoudé, il dit il va sécher son linge là où le soleil. Mais oui, mais non, mais sauf que tu es démasqué. Hein, tu es démasqué à Foka. Je vous dis, Gilles Donge, voilà, le pauvre jeune là, c'est lui que j'aime beaucoup. Il est plus indépendant, il est plus libre. D'ailleurs, regardez son parcours. Hein. Il a travaillé chez Vox Africa. Hein. Et puis, comment dire, il était un des premiers à aller au Mali. Il avait fait des reportages il est resté pendant des semaines au Mali. C'est pour ça que je le respecte. Mais autrement, je dis, il l'a récupéré. Bon. Mais bon. Non, Foucault, je ne peux pas supporter. Parce que j'aime pas la facilité. C'est facile ce qu'il fait, ce Foucault. Il est assis dans le canapé là. Et puis, à un moment, le jeune président lui dit, mais vous savez, je vais vous poser une question. Non, 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 non. Voilà. Aucun courage, même pas un minimum imprégné. Ah non, mais c'est terrible. Non, je dis, il faut faire attention. Parce que, au fond, quelle est on appelle ça, mon argumentation? C'est de dire que quand ils ont créé la CEDEAO à l'époque, mais ils ne pouvaient pas imaginer que, 49 ans après, la CEDEAO appartient, aux États-Unis et à la France en particulier. Ils ne pouvaient pas imaginer. Bon, j'ai dit ça, mais en réalité, comme on sait que dans les 15 qui constitue la CEDEAO au moment de sa création, et bien si on a des gens qui sont France-africains, je pense à Houphouët-Boigny, je pense à Léopold Sédar Senghor, je pense à d'autres qui étaient France-africains, je dis, mais il n'y a pas à s'étonner que 49 ans après, on en soit là. C'est évident pour moi. Et c'est la raison pour laquelle j'ai dit, bon, aujourd'hui, ce qu'il faudrait, avec le recul, c'est que les dirigeants de l'AES fassent beaucoup attention. À savoir, ceux qui veulent les rejoindre, il faut bien réfléchir. Parce que je vous dis, sinon, dans 15-20 ans, hein, ça va recommencer. Mais bien évidemment, parce que ici, eux, ils ont toujours dominé, hein, ils ont toujours agi pour essayer de, surfer dans la prédation et tout ce que vous voulez. Et ça a été créé par leurs ancêtres. Mais eux, comme c'est à leur bénéfice, et puis la confiture est tellement bonne qu'ils ne veulent pas changer, c'est pour ça qu'ils sont en perte de vitesse, parce qu'ils n'ont pas compris que, comme je dis souvent, pour ceux qui conduisent, quand tu conduis, quand tu es en train de rouler et que tu arrives à un virage, mais tu rétrogrades. Or là, la culture française, et bien là, dans ce cas de figure-là, par rapport aux autres, ils sont moins pragmatiques. C'est pour ça qu'ils sont en train de foncer dans le décor. Ça part en vrille. Hein. Ah oui, oui, oui. Mais comme ils ont à leur solde des gens comme Macky Sall, des gens comme Ouattara, hein, des gens comme Patrice Talon, eh bien, ça leur permet en fait d'avoir un petit peu de la marge.
comprenne qui veut, comprenne qui peut. Oui, 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 bien entendu. Vous comprenez? Donc, ce que je dis par la suite, c'est qu'il a dénoncé la malgouvernance, hein, le capitaine Ibrahim Traoré, son excellence Ibrahim Traoré. Mais oui, parce qu'il là aussi, il explique le même état d'esprit que moi. Il dit, mais ceux qui étaient là auparavant, s'ils avaient fait le nécessaire, nous, on n'a aucune chance, on reste dans la caserne. Parce que Alain Foucault, à l'appareil, il revient encore à la chasse en disant, vous, en tant que militaire, quand est-ce que vous allez libérer le pouvoir? C'est ce qu'il dit en gros, voilà. N'importe quoi. Là, le fait de sortir de la CEDEAO, c'est fini. Là, la question ne se pose même plus. Voilà, il n'y a plus de débat. Oui, parce que quand ils étaient dans la CEDEAO, les autres, ils faisaient le malin. En disant, oui, sanction. Mais après, on n'est plus dans votre syndicat, là, dans votre organisation. Vous faites quoi? Vous allez faire quoi maintenant? C'est eux maintenant qui sont en train de dire, on va négocier. Non, non, on négocie rien du tout. Limite, ce qu'on pourrait négocier, c'est que vous allez dédommager le peuple du Niger, le peuple du Burkina Faso et le peuple du Mali. Mais avec dommage et intérêt. Parce que ceux qui sont morts, ils ne vont plus revenir. Donc, dommage, des fortes sommes. Et si ça dépendait que de moi, je vous dis souvent. Mais moi, par contre, je ne vais pas prendre des pistolets. Rien du tout, ça ne m'intéresse pas, ça ne me ressemble pas. Par contre, ce qui me ressemble, c'est que je dis, on organise un procès qui est diffusé en mondio-vision, en radio-télévisée. Surtout qu'on a l'heure d'Internet maintenant. Voilà. Et puis, on va te poser des questions. On va dire, pour quelle raison tu as choisi cette posture-là? Qu'est-ce qui t'a motivé? Qui est derrière? Qu'est-ce qui t'a gagné? Voilà. Puis tout le monde écoute, tout le monde entend. Tout le monde va enregistrer pour les générations à venir. Voilà. Vous voyez? Et puis maintenant, ces présidents-là qui ont fait des réunions pour pouvoir faire du mal comme ça au peuple africain, eh bien, on va leur prendre tous leurs biens. Voilà. Ah oui, quitte à ce qu'ils deviennent clochards. Si ça dépendait de moi, parce que j'ai dit, en procédant ici, vous allez voir que les gens font moins le malin. Mais il y en a d'autres qui vont refuser d'aller faire la politique. Mais parce que, mais attendez, tu viens là pour gérer le bien commun. Sois sérieux. Oh là, comme ils savent qu'ils sont dans l'impunité totale, donc ils font ce qu'ils veulent. Mais là aussi, pareil, c'est la prise de conscience. Donc le travail que nous faisons là, régulièrement, c'est justement permettre cette prise de conscience. Éduquer la masse. Quand je parle d'éducation, l'éducation de base, l'éducation africaine. Il faut qu'on soit d'accord. C'est de la fierté d'être africain. À savoir que nous sommes les numéros 1. Les autres se sont arrangés depuis des siècles à nous faire croire qu'on était les derniers. Alors que non. Un peu comme un collègue me demandait ça il y a une semaine. Il m'a dit, mais dis-moi, pourquoi les autres sont comme ça avec nous? Est-ce que tu crois qu'il y a quelque chose qui cache derrière? Puis je lui ai expliqué. Je lui ai dit non. En fait, là, le problème, c'est que ceux qui sont avertis, s'ils connaissent, ils savent que nous sommes les numéros 1. Voilà. Et ça, ils ne supportent pas. Nous le sommes parce que c'est la nature qui a décidé de ça. Maintenant, eux, ce qu'ils ont réussi depuis des siècles, je vous dis, c'est justement à travers la force, d'abord, venir comme ça, mettre des désordres partout, tragédie partout, voilà. Là. Puis maintenant, ce que j'appelle le service après-vente, il y a le cinéma, Hollywood, il y a la télévision, il y a la radio, tu vois, RFI, BBC, BBC, voilà, Armada, là, vous voyez, voilà, c'est ça. Mais oui, une fois que tu as compris ça, mais tu as tout compris. En tout cas, tu as compris l'essentiel. Et c'est le plus important. Ce n'est pas les diplômés africains, là, prétendus intellectuels, qui, pour moi, ils font un usage caricatural de leur connaissance et de leur savoir. Bouya! Trop bon. Mais oui. Chacun a son domaine. Bon, alors, je dis ça tout le temps, mais c'est parce que c'est pas parce qu'à un moment donné, bon, des escrocs, qu'est-ce que vous voulez, il faut rien faire avec. Donc, il dit encore, alors, est-ce que vous êtes, comment dire ça, convaincu que ce sont les militaires qui sont les plus susceptibles de régler le problème, plutôt que les civils? Voilà, ça c'est Foucault qui pose des questions. Il demande au président Ibrahim Traoré, le capitaine Ibrahim Traoré, si, parce que d'une certaine façon, sa question, elle est, comment dire ça, elle est insidieuse. En fait, je veux dire par là que, en gros, il dit, quand est-ce que vous allez laisser la place aux civils? Mais non, mais il faut arrêter avec ça, c'est fini. Une fois qu'ils ont dit que maintenant ils ont fini avec la CEDEAO, eux, ils vont maintenant faire ce qu'ils ont envie de faire. Pourquoi? Parce qu'en fait, le chantier est lourd et long. C'est-à-dire d'abord commencer par la sécurité, faire de manière à ce que toute la zone AES, ils aient la sécurité à 100%. Pas à 99%, mais à 100%. Je vais d'accord par là. Je veux dire que, mais revenons 50 ans en arrière, ou même, on va dire 70 ans en arrière, ou même au moins des indépendances. Est-ce qu'il y avait des histoires de machin djihadistes, machin? Donc, c'est quelque chose qui est récent, quelque chose qui est artificiel, qui est créé par les Occidentaux, à un but précis. Ils vont t'occuper à faire ça, et puis pendant ce temps-là, ils continuent à piller tes richesses. Un peu comme l'Algérie, là, qui veut faire le malin, et puis qu'ils n'ont pas compris qu'ils ont affaire à une nouvelle génération. Voilà, vous êtes des voleurs, vous êtes des pilleurs, donc on vous a démasqué, donc fermez-la, asseyez, vous prenez des notes. Voilà, parce que le Mali vous a aidé, pendant que vous étiez en train de faire la guerre de libération. La logique voudrait que vous, maintenant, aujourd'hui, vous aidiez le Mali en restant honnête, en restant intègre, en étant digne, voilà, faisant preuve de transparence pour que tout le monde soit gagnant. Alors que non. On veut dire, on pousse la France et puis on prend le siège de la France pour continuer à piller n'importe quoi. Bouya, fermez-la. Voilà. Il fatigue les gens. Bon, de toute façon, toutes les vidéos que j'ai faites là, voilà. Il y a même, je remercie, il y a quelqu'un qui m'a envoyé un lien là. Voilà. Il y a un frère qui m'a envoyé un lien et il y a un autre frère algérien pour le coup,
qui a dénoncé l'attitude de l'Algérie. Il a dit, mais vous êtes étonné que le Mali se tourne vers le Maroc? Mais il ne faut pas vous étonner. Votre attitude, si vous êtes correct avec le Mali, ben, il reste avec vous. D'autant que vous avez les mêmes alliés. Hein. C'est la Russie qui est votre allié, la Russie qui vous fournit des armes, tous les deux. D'abord, non, même avec Modibo Keïta, il avait déjà été en Russie. Voilà. Donc les liens historiques sont très forts. Oh là, ils veulent jouer les petits malins. On vous a démasqué, donc vous la fermez, vous asseyez, vous prenez des notes. C'est ce que moi je dis toujours. Hey, et tant qu'on ne te prend pas, on ne t'a pas chopé la main dans le sac, bon, tu peux continuer à faire ton malin. Mais une fois qu'on t'a chopé, il ne faut pas continuer parce que ça ne sert à rien. Vous voyez des films western, ça vous dit rendez-vous, vous êtes cerné. D'abruti, enfin, je suis gentil même d'utiliser le thème d'abruti. Hein? Et le jeune, le président, son excellence Ibrahim Traoré, de dire que les militaires n'ont pas dit qu'ils ne veulent pas des civils. Mais leur démarche est un devoir de patriotisme, un devoir de civisme. Voilà. C'est simplement qu'à un moment donné, il dit que les militaires ont eu le courage de prendre les choses en main. Autrement, regardez, on prend les Caboret, là, qui lui est docteur en économie, ou je ne sais pas, en tout cas, c'est un économiste. Mais faites le bilan, Caboret, au Burkina Faso, quand il était au pouvoir. Hein, le bilan. Le nombre de morts. Donc, n'importe quoi. Hein? Lui, en tant qu'économiste, d'ailleurs, c'était n'importe quoi au niveau économique. Il faut regarder aussi, quand je dis le bilan, c'est à tous les niveaux. Bilan économique, bilan au niveau de la santé, bilan au niveau de l'éducation, et puis bilan là au niveau, comment on appelle ça, des histoires de terrorisme. Voilà. Quel est le bilan de Caboret? La catastrophe. Donc, il faut arrêter. Donc, Alain Foucault a toujours ah là là, mais c'est dingue. Oh, mais c'est dingue. Mais franchement, ceux qui ont compris, je dis Dieu merci. Mais ceux qui ont compris, c'est le problème. Parce que parmi ceux qui n'ont pas compris, il y en a qui n'ont pas compris réellement. Bon, si vous prenez le temps, vous allez comprendre. C'est pas difficile. Mais par contre, il y en a qui sont malhonnêtes et même qui vont m'envoyer des trucs là parce qu'eux, ils se cachent pour justement soutenir Foucault et pour brouiller les pistes. Voilà. Mais moi, je démasque les gens. C'est tout. Je ne démasque pas tout le temps, c'est vrai. Mais une fois que je t'ai chopé, c'est terminé définitivement. Hein, un peu comme Ibrahim Traoré, il dit que là, quand on sort de la CEDEAO, c'est un vol direct. Hein, comment dire c'est un billet aller simple. Voilà. On ne va pas revenir dans la c'est fini. C'est définitif. Parce que je dis simplement que dans la vie, il ne faut pas abuser de la confiance des gens. Voilà. Il y en a qui vont comprendre le message. Sinon, c'est trop facile. Et comme je dis, j'aime pas la facilité. Voilà. C'est facile d'abuser de la confiance des gens. Quelqu'un t'accorde sa confiance, mais il faut. C'est dit. Je n'ai pas dit divin, mais non, ce que je veux dire, c'est que c'est quelque chose d'exceptionnel. Mais oui. Enfin, surtout quelqu'un comme moi qui suis très méfiant, hein. Dieu sait. Oui. Donc c'est terminé, définitivement. Sur notre planète, peut-être. Voilà, on va peut-être se voir. Comprenne qui veut, comprenne qui peut. Bon, la suite, c'est quoi? Donc, pour terminer, je disais que la CEDEAO a fermé les yeux, c'est ce qu'il précisait le capitaine Ibrahim Traoré, avec tout ce qui s'est passé auparavant, avant qu'eux, ils arrivent. Hein, ils sont arrivés en septembre 2022. Mais regardez, en peu de temps, ce qu'ils réalisent. Et il dit même que là, c'est le peuple qui les porte. Et qu'ils sont capables de mobiliser 1 million de personnes, s'il le faut, si jamais il y en a besoin. 1 million, vous vous rendez compte? Il parle avec assurance. Voilà. Et là, l'autre, il est assis là dans le canapé, et puis il a un air de goguenard. Mais pour ça, je dis, il faut se méfier. Il faut vous méfier, hein, capitaine Ibrahim Traoré. Et passez aussi le message à vos frères d'armes là, qui sont comment dire, au Mali et puis au Niger. Ah oui, parce que ces gens-là, ce sont des France-Africains. Voilà. Il ne peut pas avoir servi 30 ans, et puis... parce que je vous dis, le fait qu'il ait posé ses bagages au Togo, ça veut tout dire. Voilà. Il aurait eu le courage de poser ses affaires chez vous, au Burkina Faso, ou au Niger, ou au Mali. Voilà, là, je me serais calmé. Mais comme ce n'est pas le cas, je dis non, c'est une continuité. Il a juste changé d'habit. Hein. Vous savez, voilà. Il nous fait croire qu'il n'est plus à RFI alors qu'il est toujours, mais en sous-train. Ils comprennent qui veut, comprennent qui peut. Non, mais c'est fatigant. Parce que tu les choques, mais comme ils sont de mauvaise foi. Ce sont des gens qui sont sans foi ni loi, hein, mais ils vont toujours continuer la fuite en avant. N'importe quoi. Et je dis merci à ceux qui ont inventé Internet, parce que je vous dis toujours, s'il n'y a pas Internet, vous pensez bien, je pourrais vous donner mon avis. Parce que ces gens-là s'accaparent les médias, au lieu de faire de manière à ce que le peuple puisse être, élevé, puisse avoir de l'assurance. Hein. Eh bien non. Pendant 30 ans, il a accompagné, il a participé, il a nourri le système. Donc il affirme maintenant qu'il ne joue pas le plus malin. Parce que je vous dis, les autres confrères à lui qui sont restés là, Époté, Denise Époté, et puis le Sénégalais là. Voilà, eux, Dieu sait je les respecte parce qu'ils ont gardé leur position. Voilà, continuez. Même Serge Daniel, là, lui c'est un sorcier, hein. Rien que par le visage qu'il a. Bon, donc voilà. Mais Foucault là, il veut nous la faire toujours plus malin. Non. Je ne veux, parce que je dis qu'il se met derrière nous. Voilà. Parce que lui, il veut se mettre devant nous. C'est ça. Quand il est devant nous, nous les vrais, nous les authentiques panafricains. Voilà, c'est ça dont moi je veux parler. Parce que nous, si jamais
Bon, ça va pas arriver, mais je veux dire, si, bon, on ne sait pas, parce que notre destin, voilà, c'est... Hein, bon, mais comprenez ce que je veux dire. Je veux dire que là, il allait interviewer le capitaine. Mais je crois qu'il est sans état d'âme pour demain aller voir la France pour dire, voyez, j'ai pas été trop radical comme certains. Voilà, mais je suis sûr et certain, c'est ça, comme ça qu'il fonctionne. Voilà, c'est pour ça qu'il a un pied avec la France-Afrique et puis un pied, maintenant il vient pour dire, oui, je suis pas africain, opportuniste qu'il est. Donc il dit, on quitte avec effet immédiat. Hein, comment ça va se passer? Voilà, c'est ça. C'est Foucault qui pose la question, excusez-moi. Hein, il demande au capitaine, hein, on quitte avec effet immédiat, il pose la question comment ça va se passer exactement, sachant que les autres dirigeants de la CEDEAO disent qu'il faut un délai d'1 an pour quitter l'organisation. Alors moi, personnellement, la question, moi c'est maintenant moi qui réponds. Je dis, la question est de savoir si les dirigeants de la CEDEAO ont respecté et appliqué les tests de cette organisation. Voilà. Est-ce qu'ils ont respecté? Parce que est-ce qu'il s'est marqué quelque part qu'il faut prendre des sanctions vis-à-vis d'un État qui n'a même pas accès à la mer, c'est-à-dire qui est complètement isolé, enfin isolé, en tout cas enclavé, voilà. Ces 3 pays-là. Et il est même précisé dans les tests de la CEDEAO que, comme c'est le cas, eh ben on doit éviter de leur faire des sanctions. Mais là, ils en ont cure, voilà. Ils ne se sont pas gênés. Et ils ont mis en place ces trucs-là et qui commettent des dégâts, c'est-à-dire des gens qui meurent. Voilà. Mourir de faim, mourir parce qu'ils n'ont pas les soins, ils n'ont pas les médicaments pour se soigner. Mais est-ce que vous voulez qu'on continue à discuter avec ces gens-là? Non. Je vous dis toujours, quand tu n'as pas compris, tu n'as pas compris. Une fois que tu as compris, il ne faut pas perdre du temps. Il faut même accélérer. Allez, au suivant. On a les chantiers, on a tellement de trucs à aborder, donc on ne va pas perdre notre temps avec des gens qui ont voulu jouer les petits malins. Bon. Donc, je dis qu'à partir du moment où les dirigeants de la CEDEAO n'ont rien respecté, mais qu'ils ne viennent pas aujourd'hui dire au Mali, au Burkina et au Niger, excusez-moi, oui, il faut respecter le délai d'1 an. C'est dingue, hein? Bon, là aussi, un autre coup qu'ils ont fait, ils ont dit, oui, il faut nous notifier, parce qu'en fait, vous avez fait des déclarations à la télévision, mais dès le lendemain, ils ont fait la notification. Les juges même sont gentils de faire ça. Parce que je dis, si c'était pas comme ils sont bien élevés, ils ont fait, mais sinon, il faut les envoyer balader. Et puis, il faut leur dire, enfin, moi, si c'était pas moi, je dis, mais écoutez, dites-moi de vous, là, les 12, là, hein, qui est-ce qui a respecté les tests? Parce qu'on était 15, nous, on est 3 à partir, il y en a 12. On va regarder ensemble. Hein. Et puis même, ce qu'il devait faire, c'était d'amener dans les interviews, il amène le truc de la CEDEAO, la charte là, et puis il prend, hein, ligne par ligne, il dit, bon, dites-moi, M. Foucault, à quel moment ils ont respecté. Voilà. Là, c'est ce que j'appelle l'exercice pratique, pour ceux qui ont fait en fac. Hein, TD, les travaux dirigés, voilà. Hein, montrez-moi. Quand je vous dis, moi, je fais concours d'honnêteté intellectuelle. Voilà, c'est tout. Parce que ma religion, c'est la vérité et la justice. Là, pour avancer, il faut être concret. On sort là le truc de la CEDEAO, et puis on dit, voilà, dites-moi, M. Foucault, quel est l'article ou quel chapitre ils ont respecté. Donc, ils n'ont rien respecté. Et qu'ils ne viennent pas, nous, aujourd'hui, nous dire, oui, on a besoin d'un an. Donc là, c'est l'histoire de, comment on appelle ça? Le vice, hein? Le vice qui rend hommage à la vertu. C'est une phrase que j'aime beaucoup. J'ai dit, bon, il y a quelqu'un qui m'a dit, non, c'est pas François-Xavier Verschave, que j'aime beaucoup aussi. Bon, le pauvre, paix à son âme, ancien président de survie. Voilà. Mais n'importe quoi. Le vice rend hommage à la vertu. L'attitude qu'a les dirigeants syndicats de CEDEAO, là, en disant que oui, il faut un délai d'1 an. Mais pour dire ça, encore faut-il que vous respectiez les tests depuis le début. Là, au moins, ça mérite de vous écouter. Oh là, oh chiotte. Imaginez, sorti déjà CEDEAO, vous avez déjà la diarrhée. Mais quand ils vont annoncer, ça va tarder, hein, ils vont annoncer qu'ils sortent du franc CFA. Non, non. Nous, on va danser. Hein. Écoutez, ça serait le minimum. Parce que c'est une bataille importante. C'est pas encore la fin de la guerre, hein, parce qu'il y a du boulot. Dieu sait le sait. Hein. Parce que eux, je vous dis, ils bossent 24 heures sur 24. Les gens sont bien payés pour déstabiliser les pays. Donc, vous pensez bien, ils ont toujours fait ça. Donc, c'est pas des amateurs. Hein. Non, l'affaire des pros. Un peu comme ce que je reprochais toujours au président Gbagbo. J'ai dit, le président Gbagbo, il a en face de lui des pros et puis il joue les amateurs. Tu t'attends à quoi au niveau des résultats? Enfin bon, comprenne qui veut, comprenne qui peut. Donc voilà, hein, je vais m'arrêter là parce qu'il y a beaucoup à dire et puis j'aurai l'occasion de revenir. Merci beaucoup pour votre attention et puis à très bientôt. On lâche rien comme j'ai pour habitude de dire, mais simplement parce que c'est nous qui avons raison. Merci bien.